Bonjour Nicolas B. Bonjour. Vous êtes député européen et membre de la direction du Rassemblement national. La réforme des retraites, il faut savoir arrêter une grève, a dit hier le Premier ministre sur France 2. Oui, mais je crois que ce n'est pas vraiment le sujet. En réalité, on voit bien que l'âge pivot avait été ajouté au projet initial du gouvernement pour pouvoir ensuite être mis en scène, qu'il y ait une âpre négociation qui soit présentée comme telle et ensuite que cet âge pivot soit retiré. C'est le scénario que vous voyez, c'est celui que met en avant Marine Le Pen. Oui, ce sont des artifices N'empêche, dont l'objectif était... Non, mais l'objectif du gouvernement était de faire croire qu'il y avait un enjeu majeur sur cette affaire d'âge pivot. La réalité, c'est que le gouvernement veut imposer sa réforme, c'est-à-dire le passage à un système par points, c'est-à-dire le détricotage de notre système de retraite par répartition, et derrière, la possibilité qu'auront les gouvernements successifs, eh bien, de baisser le montant des pensions. C'est ça le vrai enjeu. L'âge pivot n'était qu'un artifice destiné à masquer le vrai débat. Les Français sont favorables à cette retraite et ce régime universel par points? Ce n'est pas tout à fait exact. Les Français sont conscients qu'il faut réformer le système actuel. Et personne ne dit le contraire. Emmanuel Macron, dès le début, a essayé de focaliser le débat sur la question des régimes spéciaux. Mais tout le monde, ou à peu près tout le monde, à l'exception peut-être de la CGT, est d'accord pour dire que certains régimes spéciaux ne se justifient plus, qu'ils doivent être soit totalement réformés, soit même pour certains supprimés. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que certains régimes spéciaux n'ont pas conservé leur légitimité. Je pense à celui sur les militaires, je pense à celui qui concerne les pêcheurs, par exemple. Mais les Français, s'ils sont d'accord pour le principe d'une réforme, sont toujours aujourd'hui en large désaccord avec les orientations du gouvernement. Tout le monde voit bien que ce sont les mêmes qui vont travailler plus longtemps et qui vont avoir des pensions moins importantes. Parce que quand on nous dit, vous inquiétez pas, on va sanctuariser le principe d'un point qui ne baissera pas. Mais le gouvernement actuel, même s'il en avait la volonté, ne pourrait pas... La valeur du point ne peut pas être sanctuarisée pour les décennies à venir, c'est ce que vous dites. Évidemment, il ne pourra pas s'engager au nom des gouvernements suivants sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Ça n'a aucun sens. Donc on voit bien que la mesure majeure, le passage au point, permet justement la baisse des pensions. Leur objectif, c'est d'avoir une espèce de socle minimal de retraite par répartition. Et ensuite, il y aura deux catégories. Il y a ceux qui peuvent capitaliser, qui s'assureront une retraite convenable, ceux qui n'en auront pas la possibilité et auront des retraites de misère. N'empêche que les Français vont faire crédit à Emmanuel Macron d'avoir mené à bien cette réforme et d'avoir supprimé les régimes spéciaux. Non mais quels Français vont faire crédit à Emmanuel Macron d'une réforme dont tout le monde voit bien que ce sont les classes moyennes, les classes populaires qui vont une fois de plus être les victimes? En réalité, oui, il y a une petite élite médiatique, une petite élite économique ou financière qui voit sans doute cette réforme d'un bon œil. Mais une fois de plus, Emmanuel Macron montre qu'il gouverne contre le peuple. Une fois de plus, il prend des mesures qui vont à l'inverse des intérêts vitaux de notre peuple. On devrait pouvoir maintenir un vrai régime de retraite par répartition, c'est-à-dire une vraie cohésion nationale et une cohésion entre les générations. Il faudrait pour ça retrouver le chemin de l'emploi, améliorer la natalité. Ce sont les deux leviers qui seraient performants pour équilibrer le système. Donc vous la contestez en bloc, cette réforme, finalement? Oui, encore une fois, nous contestons l'essentiel, le cœur nucléaire de cette réforme, qui est le passage à un système par points. Pour le reste, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord pour remettre en cause un certain nombre de régimes spéciaux qui ne se justifient plus. Et alors, pour le financement, vous dites il faut au contraire améliorer la natalité, c'est la solution. Ça ne se décrète pas? L'emploi d'abord. Si on était capable, comme le font certains pays et certaines grandes puissances, à la fois d'alléger la fiscalité, les contraintes, les charges sur nos entreprises à l'intérieur et de nous protéger à l'extérieur, faire du protectionnisme, c'est pas un gros mot, c'est mettre des tarifs douaniers quand c'est nécessaire pour empêcher la concurrence déloyale, on serait capable de défendre nos emplois. Sur l'emploi et la libération du marché de l'emploi, est-ce que c'est pas le gouvernement, justement, sa politique actuelle? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a aucun résultat dans ce sens. Parce qu'il exhibe l'idée qu'il y aurait un tout petit peu moins de chômeurs aujourd'hui par rapport au début du quinquennat, ce qui est vrai pour les catégories A seules, mais quand on prend catégorie A, B, C, D confondues, il y a une hausse du chômage depuis le début du quinquennat. Donc on peut dire que dans ce domaine, Emmanuel Macron est en échec. Il est certain qu'on aura un niveau de chômage raisonnable, ou même sans être tout à fait satisfaisant, un niveau de chômage plus faible, avec 500 000 ou 800 000 chômeurs en moins. Déjà, on serait à peu près à l'équilibre et il suffirait d'augmenter légèrement par des mesures fiscales, des mesures sociales, la natalité française. On pourrait avoir un vrai équilibre de notre système. Il y a d'autres solutions que des mesures d'âge, donc, d'après vous? Oui, mais moi je pense qu'il y a des mesures alternatives. En fait, qu'est-ce que fait le gouvernement aujourd'hui? Il dit finalement aux Français, vous allez travailler plus longtemps, même s'il met de côté pour l'instant l'âge pivot, et deux, vous allez avoir des pensions qui vont réduire, c'est pour ça qu'il passe par points. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut
créer de l'emploi en France, réindustrialiser la France, protéger notre économie, alléger la fiscalité, premier volet. Deuxième volet, ce que font certains pays, l'Italie, la Hongrie en Europe et ailleurs, eh bien, des mesures qui encouragent la natalité, qui soutiennent les familles, qui permettent, il y a des familles qui hésitent, qui ont 2 enfants, qui, pour des raisons économiques, renoncent finalement à avoir un 3e enfant, par exemple, eh bien, des mesures fiscales et sociales peuvent être très efficaces pour encourager la natalité et ça permettrait d'équilibrer à 20 ans de distance, et lorsque cette génération-là sera en âge de travailler. Est-ce que c'est suffisant alors que les déficits, c'est maintenant, et c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions? Mais, encore une fois, ou bien on veut des mesures pérennes qui sont viables dans la durée, c'est ce que prétend le gouvernement, ou alors, eh bien, on fait des arrangements à échéance de quelques mois, de quelques années. Or, c'est en pratique ce que fait le gouvernement. Ils font exactement ce qu'a fait François Fillon en 2008. Il a fait une réforme qui a consisté à dire aux gens, vous allez travailler 2 ans de plus. Et on voit bien, 10 ans après, qu'en réalité, ça n'a rien réglé. Pourquoi? Parce qu'on a un contexte de chômage de masse, et par conséquent, en faisant travailler les gens 2 ans de plus, on gagne légèrement sur les caisses de retraite, mais dans le même temps, eh bien, on creuse d'autant le déficit de l'assurance chômage, c'est-à-dire que les comptes sociaux n'en sont pas rééquilibrés. C'est votre interprétation. Il n'empêche, encore une fois, Emmanuel Macron avait dit en 2017 « Je ferai la réforme des retraites et un régime universel par points ». Il le fait. Ça, vous ne pouvez pas le contester. Oui, mais il avait pris un engagement en étant beaucoup plus rassurant. Donc, non, mais votre formule de dire il gouverne contre le peuple. Les Français le savaient, ils ont voté aussi pour lui. Bien sûr, mais en 2017, les Français ont élu Emmanuel Macron, certains avec des doutes ou avec des réserves sur certains aspects de son projet. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une majorité de Français qui est en désaccord global avec les orientations de sa politique. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Aux élections européennes, il prétendait arriver en tête, il n'est pas arrivé en tête, c'est le Rassemblement national qui a gagné. On voit bien aujourd'hui, il a une petite partie de l'opinion publique avec lui et une immense majorité de nos compatriotes qui rejettent sa politique, qui devraient en tenir compte. On va parler des élections. La démocratie, ça ne consiste pas à faire ce qu'on veut pendant 5 ans, à exercer le pouvoir de manière sectaire parce qu'on a une majorité à l'Assemblée qui ne représente absolument pas le peuple. Ça consiste à écouter les Français. Une majorité à l'Assemblée qui ne représente pas le peuple. Oui, à cause du mode de scrutin majoritaire. Je vous laisse la responsabilité des propos. S'il n'y a pas de solution en avril, Édouard Philippe doit démissionner? Le problème n'est pas tant de la démission de tel ou tel dans le gouvernement. Le problème, encore une fois, c'est un problème de fond et d'orientation politique. On voit bien aujourd'hui que avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui, encore une fois, ne représente pas la diversité de l'opinion publique française, Emmanuel Macron a la possibilité de se maintenir au pouvoir sans doute encore pendant 2 ans et demi sans aucune difficulté et de faire passer un certain nombre de mesures contre l'avis des Français. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le pays? La réponse est non. Est-ce que c'est conforme à l'intérêt général? La réponse est non. Est-ce que c'est démocratique? La réponse est non. Et je pense qu'il sera sanctionné ensuite dans les urnes au travers notamment des échéances municipales ou départementales. Les municipales, le Rassemblement national tenait hier une convention pour lancer ces municipales. Il est déjà à la tête de 9 villes. Vous présentez des listes dans 600 communes environ. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de poursuivre cet ancrage territorial. Nous avons fait, avec la gestion de nos villes depuis 2014, la démonstration d'une capacité à gérer, à bien gérer, souvent à mieux gérer que beaucoup de nos adversaires, à mettre fin au clientélisme, à mettre fin aux gabegies financières, à mettre fin à l'insécurité aussi qui gangrénait les communes que nous avons gagnées en 2014. Notre objectif, vous m'avez compris, c'est à la fois... C'est quoi? Alors, c'est à la fois de conserver, je pense que ça ne constituera pas une difficulté, les villes gagnées en 2014, d'en gagner beaucoup d'autres, et je crois que c'est possible. Il y a un certain nombre de villes... Quel est l'objectif? Vous savez, on ne va pas faire un objectif chiffré, il y a 36 000 communes en France, il y a autant de villes que de cas particuliers. Il y a des vous avez quoi? Perpignan, Carpentras, Denain? Il y a des villes où, voilà, vous les avez citées, où on apparaît comme peut-être particulièrement en situation de l'emporter, mais vous savez, comme en 2014, il y en a aussi beaucoup d'autres dont on parle moins, qui focalisent peut-être moins l'attention médiatique, mais où nous serons en situation de l'emporter. On a parfois obtenu 40-45% des voix aux élections européennes, voire 50% dans certaines villes aux européennes. Donc ça nous ouvre des perspectives. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas la performance électorale en tant que telle. L'objectif premier, c'est d'améliorer le sort de nos compatriotes. Pouvoir, dans ces villes, comme on l'a fait depuis 2014, dans les villes que nous gérons, eh bien, baisser les impôts
baisser les impôts, rendre leur argent aux Français, améliorer la sécurité et mettre fin au gaspillage qui caractérise trop souvent la gestion des collectivités locales, au clientélisme, au communautarisme même qui gangrène nos villes et qui gangrène la République française. C'est ça notre objectif, c'est-à-dire d'améliorer Marine Le le sort Pen de a nos beaucoup compatriotes. insisté hier, le localisme, elle l'a répété à maintes reprises dans son discours. C'est de nature à séduire la demande écologiste? Oui, tout à fait, je crois que c'est la réponse appropriée. En réalité, le localisme, c'est le circuit court, c'est le produire, consommer, retraiter dans un périmètre géographique le plus raisonnable possible, n'avoir recours aux exportations que lorsque c'est indispensable pour des produits que nous ne sommes pas en capacité de fabriquer chez nous, c'est-à-dire mettre fin à la logique qui consiste à faire sillonner la planète par des supertankers qui amènent des produits manufacturés qui sont produits à l'autre bout du monde. C'est un modèle économique, le modèle du libre-échange total. C'est une façon de répondre à la demande d'écologie. Oui, le mondialisme ultralibéral est le modèle le plus anti-écologique qui soit, et le localisme est la réponse, la protection de l'économie. Vous n'étiez pas hier à cette convention. Quelle est l'ambiance dans les instances dirigeantes? Il n'y a pas une certaine morosité? Non, je ne crois pas. Vous savez, le Rassemblement national est en ordre de bataille nos candidats sont sur le terrain partout. Nous sommes dans l'animation de la campagne. Moi, j'ai eu l'occasion ces dernières semaines, et je vais continuer encore pendant 2 mois, d'aller soutenir nos candidats partout en France. Nous sommes Vous êtes totalement investi dans cette campagne? Bien sûr, mais je crois que l'ensemble des cadres, des élus, des dirigeants, des parlementaires du Rassemblement national, c'est mon cas, sont investis aux côtés de nos candidats dans cette bataille électorale. On n'est pas tous candidats. Il y en a qui se retrouvent comme moi en situation de cumul des mandats, donc je ne peux pas être candidat aux élections municipales, mais ça me laisse d'autant plus de liberté et de temps pour être aux côtés de nos candidats. Merci Nicolas Bay.